Soninké sont un peuple de l'Afrique de l'Ouest qui autrefois vivait dans un empire très riche, l'empire du Ghana, que d'autres appellent l'empire Ouagadou, et dont la capitale était Koumbi-Saleh. Selon la légende, ce peuple disposait d'immenses richesses, grâce à un pacte lié avec un serpent. Toutefois, le serpent fut tué, le pacte rompu, et l'empire éclata. Devenus un peuple de migrants, les Soninké se sont alors dispersés et sont partis vers diverses régions de l'Afrique de l'Ouest, de sorte qu'on en retrouve aujourd'hui au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Gambie, mais aussi dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et même ailleurs. C'est de ces pays que proviennent les Soninké installés en France. Les Soninké n'avaient pas cependant attendu l'éclatement de l'Empire pour se déplacer, car traditionnellement, ils étaient de grands voyageurs, des commerçants très actifs, dont certains s'installaient dans les contrées qu'ils visitaient. Même lorsqu'ils se sont installés quelque part, ils continuaient de se déplacer d'une zone à une autre, non seulement pour faire du commerce, mais aussi pour aller vers l'autre, pour chercher de nouvelles sources de connaissances, notamment quand ils étaient jeunes. Ces voyages permettaient à ces derniers d'engranger des savoirs et d'apprendre à vivre par eux-mêmes, sans avoir recours à leurs parents. Les Soninké du Haïré sont originaires du Guidimaka, une région historiquement peuplée par des Soninké dans l'espace sahélo-soudanais. Leur origine remonte à l'ancien empire du Ghana, Ouagadou, considéré comme le berceau des peuples Soninké. À la suite du déclin de cet empire, provoqué notamment par des conflits internes entre lignages rivaux, les invasions almoravides et la désertification progressive du Sahara, les Soninké se sont dispersés vers différentes régions, dont le Gadjaga et le Fouta Toro, avant d'atteindre la vallée du Sénégal. Ils se définissent comme Airanko, c'est-à-dire les habitants du Haïré, une entité territoriale qu'ils considèrent comme un héritage des Denyankobé, établis dans le Fouta Toro. D'autres traditions orales mentionnent une installation rendue possible grâce à un don des Batili du Gadjaga, mais cette version est contestée par les Soumaré, grande famille régnante du Haïré. La migration vers le Haïré commence véritablement au XVIe siècle, période marquée par des bouleversements politiques, économiques et climatiques majeurs. Déclin du commerce transsaharien, sécheresse et famine, chute des grands empires, comme le Songhai et la montée de la traite négrière atlantique. Ces facteurs ont déclenché des mouvements de population en quête de refuge, de sécurité ou de meilleures conditions de vie. Le Haïré, situé dans la moyenne vallée du Sénégal, a ainsi accueilli des migrants Soninké qui fuyaient les conflits, la pauvreté ou l'instabilité politique. Le Haïré est limité au nord par le fleuve Sénégal, qui sépare le Haïré, côté sénégalais, du Guidimaka mauritanien, région d'origine des Soninké du Haïré et le Tagan, massif montagneux qui sert aussi de barrière naturelle au nord-est. À l'est par le Guidimaka et les contreforts du Tagan, à l'ouest par le Gadjaga, Boundou, et les hautes terres du Sénégal oriental et à l'ouest par Fouta Toro. Les Soninké du Haïré s'installent principalement sur les deux rives du fleuve Sénégal, dans une région géographiquement enclavée, mais stratégiquement située. La structure de peuplement s'organise autour de villages fondés par des figures lignagères, comme Waoundé, Dambakane, Aré, Wompu, souvent issus de la famille Soumaré. Chaque village est lié à un ancêtre ou un leader de migration. Principale caractéristique de l'installation. Création de subdivisions territoriales nommées d'après les ancêtres, émergence de chefferies traditionnelles dirigées par les Soumaré, appui des griots, Wassa, qui accompagnent et racontent les migrations. Au moment de leur installation, le Haïré est une zone marquée par l'influence de plusieurs formations politiques, le Fouta Toro, le Gadjaga et les chefferies mauraises voisines. Les Soninké du Haïré développent alors une organisation sociale hiérarchisée, fondée sur des castes, nobles, griots, forgerons, captifs. Ils établissent aussi des relations complexes avec leurs voisins, oscillant entre coopération et conflit, notamment avec les Denyankobé et les Almami du Fouta. Les Airanko ont connu plusieurs formes de résistance, contre la traite négrière qui déstabilisait les populations, contre la colonisation française, qui modifia la chefferie traditionnelle en une chefferie administrative, contre les crises climatiques et alimentaires, famine, sécheresse. Ces éléments ont parfois entraîné de nouvelles vagues de migration, notamment vers les zones urbaines du Sénégal ou l'étranger, France-Mauritanie.
L'histoire des Soninké du Haïré est celle d'un peuple résilient, ayant su adapter ses structures sociales, économiques et politiques face aux grandes mutations de l'histoire africaine, effondrement des empires, traite négrière, colonisation, indépendance, sécheresse, mondialisation. Leur présence dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal reste aujourd'hui encore un témoignage vivant de leur longue tradition migratoire et de leur capacité à façonner un territoire autour de leurs valeurs, lignages et récits fondateurs. Les Soninké du Haïré sont originaires du Guidimaka. Les Tunkalemu. Au sommet du système hiérarchique Soninké, nous trouvons les Tunkalemu, c'est-à-dire ceux auxquels la vie politique de la société est confiée. Ils constituent en quelque sorte la classe dirigeante. La notion de classe dirigeante désigne un ensemble de groupes sociaux qui se distinguent par la position imminente qu'ils occupent dans la société. Il s'agit donc d'un groupe auquel l'exercice et le contrôle de l'appareil étatique sont confiés. Le terme de Tunkaleme signifierait « prince ». En effet, le vocable est formé de deux éléments essentiels. Tunka, qui signifie en soninké « roi », et Leme, qui se traduit littéralement par « fils ». Quant au terme de Tunkalemaru, qui est aussi un dérivé du premier vocable, qui se traduit par « le fait de gouverner, de diriger ». Dans la pyramide sociale en milieu soninké, la fonction de Tunkalemaru est la plus haute. Tunkalemaru désigne une certaine prééminence sur les autres composantes de la société, fondée sur la possibilité d'exercer le pouvoir temporel au niveau d'un DB, village, ou d'un Djamane, pays, qu'on acquiert par la naissance. Ce droit de commandement se base sur le droit de premier occupant du sol. Les Mangous. Ils forment une classe sociale particulière dans presque tous les milieux soninké de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali. Au Sénégal, nous les rencontrons surtout dans les villages riverains du fleuve comme Galadé, Waoundé, Goumal. Et en Mauritanie, ils sont localisés dans des villages comme Toulel, Wompou. Ils portent le patronyme de Mangué. Au temps de l'empire soninké du Ouagadou, les Mangous occupaient diverses fonctions politiques et sociales importantes, dont celle de modérateur entre les royaux, afin d'établir la concorde. Les Mangous, en milieu soninké, jouent principalement deux rôles. Le mangarou, le fait d'être mangué, est fonction de conciliation entre les diverses fractions des Horo, nobles, en cas de différend. Ils sont en quelque sorte les diplomates de la communauté soninké. Les Mangous sont nécessairement présents à toutes les réunions du DB, village, ou de Djamane, pays. Et aucune décision importante pour la vie de la communauté ne saurait être prise sans les avertir, comme par exemple l'intronisation d'un Débégoumé, chef de village. Les Mangous sont reconnus être d'origine Kouralémou, c'est-à-dire, littéralement, guerriers. Ils étaient en quelque sorte les boucliers des Tunka rois en période de guerre. Le clan Stima est la formation du premier État soninké dans le Haut-Sénégal. Les Sima très puissants, ils auraient réalisé une sorte d'hégémonie qui ne disparut qu'avec la domination Batili. D'après leur tradition, les Sima seraient originaires du Sahara. À leur arrivée au Gadjaga, ils se seraient établis dans le riche territoire agricole, arrosé par les Ra'araroro et la Rolimbiné. Leurs principales agglomérations étaient Tintila ou Dindila, et Kori ou Koré. Au moment où ils arrivèrent au Gadjaga, disent-ils, le fleuve Sénégal était si étroit que, lorsqu'on allumait le feu sur une rive, l'incendie se propageait sur l'autre. Il se serait imposé aux autres populations primitives du pays par la guerre. Nous nous sommes promenés avec nos chevaux le long du fleuve. À un certain point, nous nous sommes arrêtés, car l'eau du Neuve était salée. Nos ancêtres ont dit alors, cela suffit comme limite. Nous, Soninké, nous ne connaissons pas l'eau salée. Sur le chemin du retour, nous avons mis le feu sur les deux rives. Tous les gens qui étaient cachés dans les grottes, dans les hautes herbes poussant sur le bord du fleuve, dans l'eau, sortirent et acceptèrent que nous devenions leur Tunka, Goi. C'est après la conquête du Gadjaaga que nos ancêtres ont fondé ce village-ci, Ambidedi. Les Siima avaient la réputation d'être des éleveurs de chevaux et de grands cavaliers.
Encore aujourd'hui, certains d'entre eux prétendent détenir le pouvoir de parler un langage particulier avec les chevaux, et ils auraient détenu le pouvoir de faire tomber un cavalier à distance par des invocations, à l'époque de leur domination dans le Gajaaga. Ils vivaient dans des demeures fortifiées, entourées de plusieurs enceintes en bois. Ces fortifications n'avaient pas de portail car, les Siima ne marchant jamais à pied, ceux-ci les franchissaient avec leurs chevaux. Les traditions des Sima que nous avons recueillies à Ambidedi et à Kai s'accordent avec les traditions des autres clans dominants du Gajaaga, pour dire que ce pays a connu, antérieurement à l'arrivée des Batili, une expérience d'unification politique impulsée et dirigée par le clan Sima. Ce dernier aurait été à la tête d'un État dont les limites débordaient l'espèce de Mésopotamie que constituait le territoire situé entre les Rararoro et la Rolimbine. Les cavaliers Sima auraient organisé un état de pillage dans tout le haut bassin du Sénégal. Malheureusement, l'organisation sociale et les structures de cet état guerrier restent entourées d'obscurité. Les traditions des Sima ont été rejetées dans l'oubli au profit de celles des Batili auxquelles ils ont été soumis. Le nom Cissé d'origine soninké est très répandu dans les pays de tradition mandingue. C'est un patronyme noble fort ancien puisqu'il remonte, aussi loin que l'atteste la tradition, au temps du royaume du Ouagadou, c'est-à-dire au 7e siècle de notre ère. Les traces historiques citent Djabé, Diaba, Cissé, unificateur de l'empire du Ouagadou. Il semblerait que le nom même de Cissé soit un patronyme honorifique attribué à la dynastie fondatrice du Ouagadou pour avoir introduit le cheval en Afrique de l'Ouest. Et en effet, le nom même, Si, signifie en soninké cheval. Cissé signifierait cavalier, noble. C'est Djabé Cissé, cavalier émérite, qui, à l'instar du culte de Kangalika, le dieu serpent de ses ancêtres, a instauré au Ouagadou le culte de Bida, un génie mi-homme surnommé Ouagadou Saba, grand serpent ou serpent sacré du Ouagadou. C'est également Djabé Cissé qui vulgarisa l'élevage des chevaux. Il est certain que l'emploi massif de chevaux et de la cavalerie guerrière par les Soninké accéléra l'expansion du Ouagadou. Dans l'histoire du Mandingue, les Cissé eurent à maintes reprises à jouer des rôles clés. Les Cissé fondèrent en plusieurs dynasties Soninké qui fondèrent à leur tour de nombreuses cités-États au Mali. Une hypothèse veut qu'ils aient fondé la première cité-État sur le site de Djenné, Djenné-Djenno, dès le IIIe siècle. Au XIIIe siècle, les Cissé furent les premiers, avec les Bérétés, avec qui ils se disputent la prééminence depuis Tomono Mangan Bérété, à introduire l'islam au Manding. Au temps de Sunjata, ils aidèrent activement le fondateur de l'Empire, dans sa reconquête du pouvoir, sous l'égide de Bougariba Cissé. Ainsi, après la victoire de ce dernier sur Soumaoro Kanté, il leur attribua le titre honorifique de Manden Mori. À la fin du XIXe siècle, les Cissé s'opposèrent aux tentatives hégémoniques de Samori Touré. Les Garanko. Ils jouent divers rôles dans la société soninké. Ils sont généralement chargés du travail de cuir, tannage de la peau, fabrication de chaussures et autres petits objets en rapport avec le cuir. Dans certains milieux soninké, les Garanko peuvent être amenés à jouer le rôle de porte-voix du Débégoumé, chef de village, ou d'un quelconque notable à l'occasion des assemblées villageoises. Cependant, cette fonction est en voie de disparition à cause de l'introduction des moyens modernes de communication, comme le microphone dans les villages soninké. Par ailleurs, leur rôle de fabrication de chaussures a, actuellement, beaucoup de mal à se mettre de plein pied avec la fabrication moderne de chaussures, telle qu'elle se pratique dans les usines. Les Garankalemou, c'est-à-dire les enfants des Garanko, ont eux aussi leur rôle à jouer dans leur groupe d'âge. À l'approche de chaque fête religieuse, les jeunes des villages soninké sont partagés en classes d'âge et cotisent pour s'acheter du sucre, du lait, entre autres, tandis que les Garankalemou sont dispensés de toute participation à la cotisation. Cependant, ils sont chargés de faire le thé, d'aller chercher le feu à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour les besoins du groupe auquel ils appartiennent. En milieu soninké, les Garankalemou sont surnommés les Hanekunko, c'est-à-dire littéralement ceux qui sont à la charge du groupe. Par ailleurs, dans la société soninké, les Garanko sont d'excellents connaisseurs de chevaux. Comme les Saako et les Tago, ils sont censés posséder des connaissances mystérieuses sur ces animaux. Et ils sont très doués en matière de télékinésie,
Autrement dit, ils peuvent, de loin, faire tomber un cavalier de son cheval au cas où celui-ci ne respecterait pas les règles d'entrée dans le village, c'est-à-dire le ralentissement de la vitesse de l'animal. Les Tago, Fergeron. Nous les trouvons presque dans tous les villages soninké, où ils jouent un rôle non négligeable. Les Tago sont artisans de différents métaux. Le travail du fer leur est confié. Ils sont chargés de la fabrication des outils agricoles comme la houe, la daba, la hache, entre autres. Les Tago se subdivisent en deux petites fractions. Il y a ceux qui s'occupent du fer et ceux qui se chargent des bijoux. Ces derniers sont appelés les orfèvres. Les Tago qui s'occupent du fer, en plus de leur intelligence en matière de fabrication d'outils, sont censés posséder, du moins selon l'imaginaire populaire, un pouvoir occulte sur le fer, et on leur confiait, le plus souvent, la tâche de la circoncision des Muranto, incirconcis. Cependant, avec la modernisation de la société soninké, par l'introduction de la médecine moderne, les Tago se voient désormais privés d'une telle activité. Personne, à l'heure actuelle, n'envisagerait d'amener son fils chez un tagé pour le circoncire, alors que les hôpitaux jouent, avec des moyens modernes sophistiqués, la même tâche. Les Tago, de nos jours, se désintéressent d'ailleurs, eux-mêmes d'une telle fonction, qui ne leur apporte plus rien. Ils préfèrent aller dans les capitales, Nouakchott, Dakar, afin de chercher à aller en France ou chercher un travail que de rester dans le Débé, village, assis dans leur forge. Les Nyaramala. Dans le système des castes en milieu soninké, les Nyaramala sont considérés comme les clients des Tunkalemu, du fait de leur dépendance de cette classe dirigeante. Ils se repartissent en plusieurs sous-groupes. Dans l'ordre de leur succession, par la tradition, nous les classons ainsi. Les Gesserous ou Diarous. Dans toute société ouest-africaine, les Gesserous, qui changent d'appellation d'une ethnie à une autre, occupent une place non négligeable. En milieu soninké, les Gesserous étaient le sac à parole des Tunka, ainsi que la mémoire vivante de toute la communauté. Ils étaient chargés de réciter les généalogies des principales familles nobles ou royales du royaume, en s'accompagnant de leur gambaré, sorte de guitare traditionnelle. On les voyait, et ceci jusqu'à nos jours, dans les cérémonies familiales ou villageoises. Baptême, mariage, décès, entre autres. Ils vivaient de ce qu'ils gagnaient dans ces manifestations. À l'époque de l'empire soninké du Ouagadou, les Gesserous jouaient aussi une autre fonction tout aussi intéressante. Ils accompagnaient, en temps de guerre, les rois au champ de bataille, où ils chantaient leurs louanges. Ils étaient les compagnons inséparables des rois.